Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode du balado L'État du monde. Toujours en ma compagnie, Jocelyn. Jocelyn, ça va bien? Bon, oui, ça va très bien. Toi-même? Oui, merci. Prêt pour une autre semaine. Grosse semaine de discussion, hein. Il s'est passé beaucoup de choses là, au cours des derniers jours. On a quatre gros sujets Oui, tout à fait. aujourd'hui. Parce que, écoute, de mémoire, c'est le 10 octobre, corrige-moi si je me trompe, c'est le 10 octobre où on va savoir qui va être le récipiendaire du prix Nobel de la paix. Oui, donc vendredi le 10 octobre, la semaine des prix Nobel commence demain, lundi, C'est ça. et Donc, je puis pense je que c'est vous expliquerai la séquence. Je pense que c'est médecine en premier, et puis Oui, oui, choses comme ça. j'ai toute la liste. Ah ben parfait. Ensuite, ben, on va parler ben, en fait, on va d'abord commencer à parler du plan de paix pour Oui, Gaza, qui a été présenté par Trump à Netanyahou, aux différents intervenants. En deuxième, on va parler évidemment là, du prix Nobel de la paix à venir. Moi, ben, je vous l'avais promis, je pense que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, vous parler du conflit dans la région où je me trouve depuis presque 2 mois maintenant. Donc, le conflit qui a duré plus que 30 ans entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour la région du Nagorno-Karabakh, qu'on appelle ici en Arménie la région de l'Artsakh. Et puis, ben, on va terminer par le discours de Pete Hegseth, le secrétaire à la défense américain, qui a décidé de réformer les forces armées américaines. Fait qu'il va y avoir une série de mises à pied dans l'armée américaine, puis on va vous expliquer pourquoi ça va être le cas. Mais ben écoute, Jocelyn, je te laisse commencer à nous parler du plan de paix pour Gaza. oui. Alors, merci Jean-François. Donc, évidemment, vous vous en attendiez puisque ça faisait plusieurs semaines que c'était télégraphié par l'administration américaine, par Netanyahou et par d'autres qui sont engagés dans le conflit israélo-palestinien. Alors, le président américain a présenté son plan de paix que moi j'estime a été écrit par Netanyahou. Donc, ça pourrait plutôt être le plan de paix de Netanyahou parce qu'il n'y a pas beaucoup d'obligations pour Israël, mais il y en a beaucoup pour les Palestiniens et en particulier pour le Hamas, ce qui est normal évidemment puisque c'est eux qui ont déclenché le massacre du 7 octobre 2023. Et donc, ce plan de paix, d'abord et avant tout, va mener à la création d'une autorité internationale qui va administrer la bande de Gaza. Évidemment, ça va se faire d'abord après l'acceptation du plan de paix par le Hamas, et ça a déjà été accepté par l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, mais par le Hamas, parce que c'est de lui qu'on parle. Et puis ensuite, il y aura une séquence de libération des otages, du moins ceux qui sont encore vivants. On va remettre les corps des autres otages qui sont morts. On va libérer des prisonniers palestiniens, jusqu'à 2000 prisonniers palestiniens. Ensuite, Israël va commencer à se retirer par étapes. Alors, il n'y a pas de calendrier dans cette séquence-là, mais Israël devrait se retirer d'une partie de la bande de Gaza. Et au fur et à mesure que ce retrait va s'effectuer, évidemment, il y aura déploiement d'une force multinationale qu'on imagine être arabe, mais il pourrait y avoir d'autres membres constitutifs de la force. Force qui aura été entraînée. Déjà, il y a des policiers palestiniens qui sont entraînés par des pays arabes pour pouvoir maintenir l'ordre lorsque, lorsque les Israéliens se retireront lentement de la bande de Gaza. Et au fur et à mesure de ce processus s'installera une autorité internationale qui sera présidée par un conseil d'administration, à peu près, lui-même présidé par Donald Trump. On avait pensé au début que cette autorité serait dirigée par Tony Blair, l'ancien premier ministre britannique, mais finalement, Tony Blair sera membre du
conseil d'administration avec d'autres. On espère recruter des ressortissants arabes, peut-être du Maroc, de la Jordanie, de l'Arabie saoudite. Et on ne connaît pas l'ampleur des pouvoirs de cette autorité et, et de son conseil d'administration, mais aussi de l'autorité de l'autorité internationale. On ne peut pas l'appeler une autorité palestinienne pour l'instant. Mais cette autorité devrait avoir des pouvoirs concernant bien sûr la sécurité, donc la formation, mais le déploiement d'une force de sécurité, sa gestion, et devrait aussi avoir des pouvoirs sur un processus de reconstruction. On a exclu de vider Gaza de sa population, ce qui était prévu par un plan, vous vous souviendrez, le premier plan Trump qui voulait transformer Gaza en Riviera euh, moyen-orientale, ce qui aurait obligé les 2 millions de Palestiniens à quitter ce territoire, avec peut-être un système de retour, mais ce n'était pas clair. Là, aujourd'hui, personne ne quitte. Tout le monde reste et au fur et à mesure de la reconstruction, évidemment, tout le monde retrouve ses quartiers. Là encore, il n'y a pas de, il n'y a pas de description, il n'y a pas de matière à essayer de comprendre comment ça va se dérouler, mais on imagine très bien que les Palestiniens vont rester dans des camps de réfugiés pendant quelque temps. Alors, évidemment, il faudrait éviter de reproduire le scénario de 1948 où les Palestiniens, en tout cas 700 000 d'entre eux, ont quitté vers le Liban, la Jordanie, l'Égypte et d'autres pays. Et plusieurs d'entre eux sont encore dans des camps de réfugiés. Alors, comment cette mécanique-là va s'imposer, se déployer, ça reste encore à définir. Enfin, y aura-t-il un État palestinien? Alors là, c'est évoqué à la fin d'un paragraphe sur le fait que on reconnaît l'aspiration du peuple palestinien à un État, mais on ne dit pas à quel moment. Là encore, il n'y a pas de calendrier. Euh, alors, c'est un plan de paix où il y a beaucoup de trous. Euh, les Palestiniens n'ont pas été consultés lors de la rédaction de ce plan de paix, ce qui est assez extraordinaire parce que on est en train de s'occuper de l'avenir d'un peuple, puis on ne le consulte pas. On peut toujours imaginer que on ne va pas consulter le Hamas, mais l'autorité palestinienne ne semble pas avoir été mis dans la confidence. Mais ce qui n'a Et pas empêché l'autorité palestinienne, comme tu le rappelais, d'accepter oui, les clauses du document. tout à fait. Alors, la première réaction, euh, ça a été, ça a été positif. Les gens ont accueilli le plan de paix. Il y avait 6 ou 7 pays arabes et musulmans qui ont été consultés une première fois il y a quelques jours avant le dévoilement du plan et qui ont émis un communiqué de presse le jour même où le plan a été rendu public pour dire qu'ils saluaient l'initiative du président Trump parce que je pense que tout le monde est un peu coincé. Ils ne sont pas là pour le blâmer, mais pour le saluer, parce qu'ils voient bien que si c'est accepté, ben, les bombardements cessent aussi. Donc, la population peut retrouver, entre guillemets, un rythme de vie un peu plus normal. Et donc, ces pays arabes et musulmans, ben, c'est les traditionnels, l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie saoudite, mais aussi, étrangement, le Pakistan et l'Indonésie, qui sont les 2 plus grands pays musulmans au monde. On oublie souvent, l'Indonésie, c'est près de 300 millions, le Pakistan, c'est près de 200 millions. Donc, Est-ce que c'est la première fois que ces deux pays-là sont partie prenante d'un moi, processus? c'est la première fois que j'entends ça. Et c'est drôlement surprenant que le Pakistan a mené la charge au Conseil de sécurité contre Israël
durant toute l'opération Gaza, avec des propos très durs, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le Pakistan est en train de se rabibocher avec les États-Unis, alors qu'ils étaient de plus en plus alignés sur la Chine. Ça fait pas plaisir à l'Inde. Bon, ça, c'est un autre problème, mais on voit que là, il y a des mouvements diplomatiques. Donc, ce plan de paix, maintenant, doit trouver son incarnation d'abord dans l'acceptation par le Hamas. Et dès que c'est fait, il commence à être mis en œuvre. Alors, le président américain a donné 4 à 5 jours au Hamas pour se décider. On y est. Ça devrait être, nous enregistrons vendredi matin. Ça devrait être aujourd'hui, peut-être samedi ou dimanche, on verra. Et il est évident que si le plan est rejeté par le Hamas, comme on dit Trump et Netanyahou, Israël va finir le travail. Donc, la pression est extrêmement forte sur les épaules du Hamas pour, euh, pour accepter ce plan. Donc, ça, c'est l'aspect plan. Aspect prix Nobel maintenant. Pourquoi je parle de ça? D'abord parce que c'est la saison des prix Nobel qui s'ouvre lundi matin, mais surtout parce que Trump réclame son prix Nobel. Oui. Il n'attend pas qu'on lui offre, il le veut. Alors, il est comme un enfant dans un magasin de jouets. Il a vu le prix Nobel et puis il s'est dit, moi aussi j'en veux. Alors, évidemment, si ce plan de paix est accepté, commence à être mis en opération, en place, peut-être qu'il pourrait obtenir le prix Nobel, Ça serait, mais ça serait pas un peu tard. Est-ce que, en fait, alors, les votes ont déjà été comptés au moment où on se... alors tout a été compté, Ah, tout a été compilé. Il y a plus de 300 personnes et organisations, parce que le prix Nobel de la paix va aussi à des organisations. Et on doute beaucoup que, que le président Trump obtienne le prix Nobel. D'abord parce que c'est trop tôt dans son mandat, mais je reviendrai là-dessus oui, tout à l'heure. on Donc, a des précédents hein, aussi. il y en a des précédents, mais c'est un peu tôt dans son mandat. Les processus de paix auxquels il fait référence pour obtenir le Nobel n'ont pas tous abouti. Il parle de 7 processus de paix. Ouais. Et à cela, il faut ajouter celui entre Israël et la Palestine et l'Ukraine, qui ne sont pas réglés, en tout cas au moment où on se parle. Et puis, il y a un élément plus psychologique, c'est la détestation de l'opinion publique mondiale envers Trump. Donc, ça, c'est 3 éléments qui ne jouent pas en sa faveur, euh, en tout cas pour cette année. Et comme je le disais, la saison des Nobel commence lundi par le prix de médecine, ensuite physique, ensuite chimie. Jeudi, c'est la littérature et vendredi, c'est le prix Nobel de la paix. Ils sont L'économie, annoncés. Comment? le prix Nobel d'économie, c'est Euh, mentionné. Bonne question. Je n'ai pas mentionné l'économie. Je crois que c'est le lundi d'après. OK. Alors, parce que je suis allé sur le site du prix Nobel 2025 et franchement, je n'ai pas vu l'économie. Donc, ça m'est Ou parti de peut-être l'idée. il va y en Mais avoir deux annoncés jeudi ou mercredi, ou c'est vraiment habituellement, pas c'est par un jour. par jour, un par jour. En tout cas, tu fais bien de le mentionner. Et donc, les prix Nobel sont annoncés toujours au début octobre pour être remis le 10 décembre à un à Oslo, qui est le prix Nobel de la paix, et tous les autres sont remis, pardon, à Stockholm par le roi et la reine de Suède. Donc ça, c'est le protocole de remise. Puis ça vient avec un petit pactole aussi, là. On en avait déjà Ça discuté vient à la maison autour d'Hervé. d'1 million de dollars, quelque chose comme ça.
Alors c'est sûr que pour certains, c'est peut-être pas beaucoup d'argent, mais pour d'autres prix Nobel au cours de l'histoire, ça a représenté une mise de fonds pour poursuivre leurs activités. Ça. Je t'avais déjà Et, raconté Churchill, lorsqu'on lui avait annoncé qu'il remportait le prix Nobel, il était tout content parce qu'il se disait, ben, c'est le prix Nobel de la paix, pour réaliser finalement que ce n'était que le prix Nobel de littérature. Il était déçu, puis il s'est même pas déplacé à Stockholm pour aller le chercher. Mais OK. lorsqu'on lui a rappelé que ça venait quand même avec une bourse, bah, Churchill a quand même décidé de piler sur son orgueil, puis d'envoyer sa femme et sa fille pour aller le chercher en son nom, mais il ne l'a pas décliné. Ah oui. Bon. Il y en a qui ont refusé les prix Nobel, que ce soit littérature ou de la paix. Jean-Paul Sartre a refusé son prix Nobel de littérature. Pour ce qui est du prix Nobel de la paix, Kissinger et Le Duc Tho, le Vietnamien, ont reçu le prix Nobel en 73 pour avoir mis fin à la guerre au Vietnam. Le Duc Tho a refusé le prix Nobel. Cette année, parmi les futurs récipiendaires, du Ah moins oui, ceux qui sont sur la liste, il y a, dresse-nous il y a- peut-être ton top 3, ton top 5 de... ben, c'est très difficile. C'est très difficile parce que je suis allé encore là. Je pense que c'est un site Wikipédia parce que sur le site du prix Nobel, je n'ai pas trouvé cette information. Ils disent qu'il y a 338 noms, mais sur Wikipédia, ils font la liste de ceux qu'on connaît. Il y Ouais. en a une cinquantaine, tant des individus que des Oui, organisations. c'est ça. Il faut rappeler que, par exemple, la Croix-Rouge a déjà Le remporté le prix Nobel. CICR, le Programme alimentaire mondial, les Casques bleus, Médecins sans frontières, de nombreuses organisations ont obtenu le prix Nobel. Beaucoup d'organisations du système des Nations unies, Mhm. quand on regarde, là, et je ne serais pas surpris que cette année, la Cour pénale internationale obtienne le prix Nobel de la paix parce qu'elle est sous attaque de la part des États-Unis et d'Israël. Alors, on verra la surprise. Oui, Les parce que dirigeants du prix Nobel nous ont souvent fait de belles surprises. ah, c'est ça, tu nous l'as déjà dit, répété, le prix Nobel, il y a une dimension politique à tout ça. Donc, Ah les oui, gens utilisent le prix pour envoyer un message. Donc, tout à fait. lorsqu'Obama, il venait à peine de commencer son premier Bon mandat, mandat. il n'avait encore rien fait, puis on lui Ouais. a décerné le prix Nobel, ou Jimmy Carter en 2003. Mais Jimmy Carter, attention, on lui donne le prix Nobel en 2002, donc avant l'invasion de l'Irak. C'est le message envoyé au monde entier que on blâme George Bush. Mais Jimmy Carter, il y a 30 ans d'activisme diplomatique à travers le monde. Oui, c'est ça. Non, je pense Ouais, que Jimmy Carter ne méritait pas le prix Nobel, mais c'est ouais. le timing. Pourquoi lui remettre en 2002? Ah ben C'était pour oui, envoyer un message aux États-Unis qui se préparaient à briser le multilatéralisme. C'est effectivement. dans cette perspective-là que je dis que le prix était politique, à cause du Ouais. timing. Et ça a été la même chose pour le président sud-africain Willy de Klerk et Nelson Mandela, qui n'était pas encore président, qui avait été libéré. Ils ont obtenu tous les deux le prix Nobel de la paix pour le travail qu'ils ont fait pour s'assurer que l'Afrique du Sud n'allait pas sombrer dans la guerre civile, parce que il faut se remettre à l'époque où on se disait, si on libère Nelson Mandela, il va se mettre à la tête de 30 millions d'Africains noirs contre 3 ou 4 millions de Blancs. Et qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'ils vont réussir à s'entendre? Et ils se sont entendus et ils ont obtenu le prix Nobel. Alors cette année, on a des vedettes comme Elon Musk. Donc, euh, Est-ce qu'on sait qui a des... mis ces gens-là en nomination? Ou Alors, on n'a que la liste des nominés, mais c'est tout? on a la liste des nominés, mais on ne sait pas qui les nomine. Mais le site des prix Nobel donne les critères. Le- les nominés doivent l'être par des chefs d'État, ceux qui ont déjà obtenu un prix Nobel,
des professeurs, des médecins, etc. Il y a pas mal de monde peut finalement nommer quelqu'un Ouais. pour obtenir un prix Nobel. Il faut quand même euh, que s'assurer que le dossier ait une certaine épaisseur intellectuelle et d'activisme. Donc, Elon Musk est en nomination. Irvin Cutler, qui est Oui, qui un était ancien ministre, député, ministre libéral libéral de la du justice. du gouvernement chrétien, pour son action en faveur des minorités et des droits humains. Cutler a été et continue à être impliqué dans la défense des Ouïghours, par exemple. Et il a signé une lettre récemment demandant à Israël de cesser les bombardements sur Gaza. Autre personnalité, Francesca Albanese, qui elle est la rapporteure en chef des Nations Unies pour la cause palestinienne et qui depuis un an tire à boulet rouge sur Israël. Ouais, Alors, ça risque, si jamais elle obtient ça, évidemment, ça va encore enflammer le débat. ouais. Euh, Il y a plusieurs dissidents chinois aussi qui sont sur la liste. Ça, c'est un classique d'année après année. Voilà. La, Donc, c'est sûr que... la femme de euh, Navalny aussi. comment? Il y a la femme de Navalny, le dissident Ah, russe, OK, qui obtiendrait au nom de son de mari son mari. décédé. Ouais. Alors, c'est possible aussi qu'elle l'obtienne, mais ça peut tomber sur un inconnu, euh, un Bangladeshi ou Ouais. un Turc qui travaille sur une question très spécifique, parce que le prix Nobel de la paix, ça récompense pas uniquement les gens qui font taire les armes, ça récompense les gens qui ont une action dans leur société qui permet de maintenir la paix au sein de cette société-là. Donc, ça peut être quelqu'un qui défend les minorités, ça peut être quelqu'un qui s'occupe des pauvres au sein de sa société, Mhm. donc, c'est toutes les actions qui permettent de soutenir la paix dans une société et non pas uniquement un prix donné à des diplomates qui réussissent à apaiser les tensions, sinon même à mettre fin à une guerre. Ouais. Donc, on va voir vendredi prochain qui obtient ce prix Nobel de la paix. Pour mémoire, le Canada a obtenu un prix Nobel de la paix, celui de Lester B. Ça, Pearson en 1957, pour l'action qu'il a menée en 1956 lors de la crise de Suez et la création des casques bleus. On a aussi une prix Nobel de littérature, la romancière Alice Munro ouais. de l'Ontario. Et sinon, on a quelques Nobel dans Médecine, des domaines de physique. médecine, Ouais. physique, chimie. Alors, Mais tu voilà un peu. Ouais, écoute, je regarde la liste. Ça Oui, peut donner une idée à quel point les prix Nobel sont décernés dans des moments. Le timing, je parlais du timing ouais, pour vraiment marquer le ton par rapport à une cause. Bon, l'année dernière, c'était un individu un Japonais oui, ça c'est la campagne pour sur le nucléaire, là. campagne de nucléaire. En 2023, Narges Mohammadi pour l'oppression des femmes en Iran, donc vraiment des grandes Ouais, manifestations en Iran, une façon là, envoyer la communauté internationale pour qu'elle envoie un signal comme quoi on soutient les femmes en Iran. ouais, ouais. En 2022, ben, je vous le donne en mille, hein, on a décerné à un centre de liberté civile en Ukraine et aussi deux dissidents russes qui étaient responsables du centre mémorial. Mémorial, Ils rappelaient fondé par Sakharov. c'est ça, rappelait le passé, le soviétisme là, Ouais, de l'Union soviétique. Ensuite, en 2021, ça a aussi été donné à des gens qui défendaient la liberté d'expression en Russie et aux Philippines. Donc, aux Philippines, à ce moment-là, c'était Duerte ouais, qui devenait président. 2020, Organisation de l'ONU, Programme alimentaire mondial. ouais. Euh,
2019, Abiy Ahmed, un Éthiopien, pour ses efforts dans la résolution du conflit entre l'Éthiopie et Et l'Érythrée. l'Érythrée. Ah oui. Euh, donc, c'est ça. Attention, Abiy Ahmed est Premier ministre d'Éthiopie maintenant. Ah oui, Et il l'était à l'époque. Et aujourd'hui, son prix Nobel est fortement contesté parce que quelques années plus tard, il a recommencé la guerre avec l'Éthiopie et avec certains groupes minoritaires dans le nord de l'Éthiopie, dont les Tigréens. ouais, Alors, voilà un prix Nobel qui est contesté ouais. aujourd'hui. C'est pas le premier, hein. Kissinger, Ben, c'est sûr, Kissinger, bon, il obtient le prix Nobel en 73, il va rester secrétaire d'État jusqu'au début 77. on sait aussi Euh, l'événement pour lequel il était derrière aussi en 73 là. ben oui, le Oui, Chili. c'est Alors, ça. ouais. Ouais, voilà. Ouais, c'est toute une litanie depuis la fondation du prix Nobel. Et à chaque année, il y a toujours une petite controverse autour du prix Nobel, sauf quand c'est attribué à des organisations comme Médecins sans Oui, frontières oui, ou une organisation liée au système des Nations Unies. Ça c'est cause ça. pas de problème. En fait, les Nations Unies ont déjà obtenu le prix Nobel de la paix en En 2000 plus, avec Kofi Annan ouais, et en aussi les plus. Nations Unies, donc Ouais. co-récipiendaire. Voilà, bah, ça Donc va être voilà ce qu'on intéressant. pouvait dire d'abord sur Gaza et sur les prix Nobel. Ouais. Bon, ben écoutez, moi je vais vous parler du conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Albanie, désolé, l'Arménie, parce que Trump a répété cette erreur-là à plusieurs reprises lorsqu'il dit j'ai réglé différents conflits, dont le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Albanie. Donc, je ne sais pas si vous avez vu le président albanais et donc il y avait vous aviez Ilham Aliyev, le président d'Azerbaïdjan, Emmanuel Macron et le président albanais. Et puis le président albanais s'approche d'Emmanuel Macron, lui donne une tape sur la poitrine, puis il dit écoute, je suis déçu. Tu m'as pas félicité. Tu m'as pas. Puis là, Emmanuel Macron est surpris. Je t'ai pas félicité de quoi au juste? Puis là, le président albanais lui répond tu m'as pas félicité pour avoir enfin signé la paix avec le président Aliyev. Puis là, ils se mettent à rire, ils comprennent là, qu'ils font La effectivement joke. font référence là, à Trump qui a commis cette erreur-là au moins à deux reprises en confondant l'Albanie avec l'Arménie. Évidemment, c'est pas nécessairement dans la même région. Donc c'est ça, ben moi je suis arrivé ici presque 2 mois et puis ben je le savais déjà puis qu'il y avait cette guerre-là pour la région du Nagorno-Karabakh et puis vraiment je dois mettre une carte à l'écran parce que pour comprendre ce conflit-là il faut vraiment regarder la carte parce que c'est un conflit qui est très particulier, c'est que vous avez en territoire de l'Azerbaïdjan, vous aviez, je vais plutôt maintenant parler au passé, vous aviez une enclave arménienne la communauté internationale appelle le Nagorno-Karabakh, mais que les Arméniens appellent l'Artsakh. Et puis en 2023, il y a eu finalement une contre-offensive victorieuse de l'armée azérie. Et puis la population arménienne du Nagorno a été déportée. Donc il y a eu un déplacement de population d'à peu près entre 100 et 150 000 individus qui ont dû revenir vers l'Arménie. Mais c'est que vous avez aussi en territoire arménien, vous avez aussi une enclave de population azérie. Donc, c'est ce qui explique ce conflit-là depuis 30 ans, c'est que de part et d'autre, ça essaie d'expulser de son territoire national la diaspora de l'autre pays. S'il y a 30 ans, c'était l'Arménie qui était sortie vainqueur du début du conflit. En 2021, 2022, 2023, il y a eu des contre-offensives de l'Azerbaïdjan, puis l'Arménie a définitivement perdu le conflit. Et puis, donc, le 8 août dernier, à la Maison-Blanche, vous avez le président d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et son homologue, le premier ministre arménien, Nikol Pachinian, qui se sont rencontrés et qui ont signé, encore une fois, selon ce que Trump dit, ont signé un accord de paix. Et ça, c'est un des 7 accords de paix que Trump aurait signé depuis son retour à la Maison-Blanche. Donc, ce n'est pas une signature d'un accord de paix, c'est la signature d'un protocole devant mener peut-être un jour à un véritable accord de paix. Ouais. Parce qu'il reste encore beaucoup, beaucoup d'étapes avant qu'on puisse parler d'une paix durable dans la région.
Et le principal obstacle, ben, ça va venir de l'Arménie. Parce que là, Pachinian a décidé de signer cet accord-là et il dit très clairement là, à sa population, le Nagorno, l'Artsakh, la région, elle est perdue. On ne va pas la récupérer. Les Arméniens qui y vivaient sont maintenant déplacés en territoire arménien. Et Mhm. puis, on doit accepter la situation. La vie est injuste, mais elle est faite ainsi. Donc, évidemment, il y a une partie de la population plus nationaliste qui, elle, voudrait continuer les combats, même si ça mènerait absolument à rien, Ah parce que oui, l'Arménie est un pays relativement pauvre, tandis que l'Azerbaïdjan, c'est un pays très riche. Il y a beaucoup ouais. de pétrole, il y a beaucoup de gaz, et c'est ce qui leur a permis de renverser la vapeur parce qu'ils ont acheté des armes, des drones d'Israël, de la Turquie, même des armes canadiennes qui ont été achetées, des armes canadiennes que le Canada avait vendues à la Turquie, que la Turquie a revendues à l'Azerbaïdjan. En termes là, il y a une asymétrie des puissances entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Ça sera un massacre pour l'Arménie de penser pouvoir reprendre ce territoire perdu-là. Il va y avoir des élections législatives ici en mai-juin prochain. Donc, évidemment, il va y avoir, ça va être probablement la question de l'urne. Puis, si vous avez un parti politique opposé au processus de paix qui se fait élire, il y aura pas de paix durable. Puis aussi, ce qui va probablement être associé à la au prochain scrutin, ça va être un référendum. Puis ça, c'est la condition sine qua non pour Aliyev, pour que l'Azerbaïdjan s'engage aussi davantage dans le processus de paix. L'Arménie doit retirer de sa constitution l'article disant que le Nagorno-Karabakh fait partie de son territoire. Donc pour lui, c'est une condition. Si l'Arménie ne retire pas ça de sa constitution, il n'y aura jamais d'accord de paix. Donc ce qu'on raconte, c'est que il va y avoir le scrutin fort probablement associé en même temps à un référendum sur cette question-là. Maintenant, tout dépend de la population arménienne. Puis, Mhm. c'est vraiment inutile de vous dire que c'est une question qui divise ici la population. Mais maintenant, pourquoi est-ce que Pachinian fait preuve d'un réalisme froid qu'on s'attendrait peut-être à voir aussi du côté de l'Ukraine? Pourquoi est-ce qu'il est très réaliste et il accepte que son pays a perdu la guerre? C'est que l'Arménie est en train de se tourner davantage vers l'Occident, surtout depuis 2022-2023. C'est que pendant toutes ces années, la Russie s'était toujours présentée comme l'allié de Mhm. l'Arménie. La Russie a une base militaire en Arménie avec des soi-disant casques bleus. Et puis, ils avaient toujours donné la garantie à l'Arménie que s'il allait avoir une autre guerre contre l'Azerbaïdjan, il allait s'interposer pour pacifier la situation. Puis évidemment, ça s'est passé après 2022. Donc, la Russie est entièrement concentrée dans sa guerre en Ukraine. Elle n'a plus les moyens de ses ambitions. L'Azerbaïdjan a senti la bonne affaire. Il savait très bien que les troupes russes n'allaient pas intervenir faute de moyens. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc, l'Arménie se sent trahie par son allié russe. Et ça a même amené Pachinian à annoncer que dans un avenir assez rapproché, l'Arménie allait se retirer ce qu'on appelle en anglais l'acronyme le CSTO. C'est Mhm. l'équivalent de l'OTAN, donc une organisation militaire dirigée, ben, évidemment, le principal partenaire, c'est la Russie. Donc, ça inclut la Biélorussie, le Kazakhstan, ça inclut encore l'Arménie pour encore quelques mois. Il y a cette volonté là, de vraiment se distancer de la Russie et de se rapprocher davantage de l'Occident. Et c'est là où ça devient intéressant. Pourquoi les États-Unis se sont mêlés de ce conflit-là alors qu'ils n'en avaient rien à cirer depuis 30 ans? On peut dire, bon, ben, c'est parce que Trump veut son prix Nobel de la paix, puis il est prêt à s'asseoir avec n'importe qui pour mettre fin à tous les conflits qui existent sur la planète. Mais je pense qu'il y a autre chose. C'est que pour les Américains, ils voient la possibilité de pouvoir contrôler un corridor très, très, très stratégique. Donc, encore une fois, si vous voyez, regardez sur la carte, l'Azerbaïdjan n'est pas connecté de façon territoriale, n'a pas de frontière commune avec la Turquie. Or, pour pouvoir faire transiter le gaz et le pétrole d'Azerbaïdjan vers la Turquie et ensuite vers l'Europe, ça serait beaucoup plus simple si l'Azerbaïdjan pouvait faire passer son gazoduc ou son pipeline via le territoire arménien. Et là, si vous avez une paix durable qui est établie entre ces deux pays-là, ça va désormais être possible. Et Mhm. vous imaginez très bien, vous voyez encore sur la carte, si maintenant le commerce peut se faire d'est vers l'ouest,
Ça veut dire que les États-Unis seraient impliqués dans cette route-là, qui serait à la frontière entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan et l'Iran. Ça voudrait dire qu'à toute fin utile, les États-Unis seraient situés dans le Caucase du Sud et pourraient bloquer tout commerce entre la Russie au nord et l'Iran au sud, parce qu'il serait interposé entre les deux. Donc, Mhm. inutile de vous dire que tant l'Iran que la Russie ne sont pas du tout contents de ce qui pourrait devenir une présence américaine dans le Caucase du Sud, Mhm. parce que ça viendrait vraiment miner la possibilité pour ces deux puissances-là de pouvoir faire du commerce. Et pour la Russie, ben, ça pourrait aussi les empêcher ça leur enlèverait potentiellement une voie de communication pour pouvoir exporter leur pétrole vers l'Inde et d'autres pays dans la région. Ça les forcerait maintenant à un seul passage, qui serait celui de l'Asie centrale. Puis les Chinois sont pas contents non plus. Parce que Xi Jinping a annoncé son grand projet de la route de la soie il y a environ une quinzaine d'années de ça, à l'université Nazarbayev, là, où normalement je travaille. Et donc, pour pouvoir faire transiter les biens chinois vers l'Europe, ben maintenant, il ne restait que le passage via la mer Caspienne, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Turquie. Parce que maintenant, on s'entend que la Chine ne peut plus faire transiter ses produits par la Russie, la Biélorussie puis l'Ukraine. Tant aussi Mhm. longtemps qu'il va y avoir la guerre en Ukraine, ça va être Ouais. impossible pour la Chine. Il ne restait donc comme seul point de passage pour la Chine du Kazakhstan, la mer Caspienne, l'Azerbaïdjan et par la suite vers la Turquie, vers l'ouest. Or, si les Américains sont dans la région, ben, ça fait en sorte qu'ils pourraient avoir un droit de regard sur les produits chinois qui pourraient transiter dans la région, pourraient peut-être faire demander à ces nouveaux partenaires, l'Azerbaïdjan par exemple, d'imposer des droits de douane. Donc, je pense qu'il y a une raison stratégique aussi pourquoi les États-Unis se sont impliqués dans ce Le conflit-là, conflit. alors qu'ils Mais, n'avaient jamais été impliqués vraiment depuis ouais, 30 ans. ouais. Mais est-ce que on s'attend quand même à une réaction de la Russie? C'est-à-dire le poids de la Russie dans le Caucase est quand même important Oui. et ces gouvernements doivent y penser à deux fois avant de commencer à se réorienter vers une puissance qui est à 10 000 kilomètres de leurs frontières. Parce qu'après tout, ils n'ont pas une frontière avec les États-Unis, ils ont une Non, puis frontière avec la Russie. c'est ça. Puis on ne sait pas Et quel genre de garantie de sécurité les États-Unis en vont donner plus, à l'Azerbaïdjan puis à l'Arménie. C'est sûr, hein, l'Azerbaïdjan s'est quand même détourné depuis plusieurs années de la Russie. L'Azerbaïdjan est résolument tourné vers la Turquie. L'Arabie Saoudite aussi, lorsque j'étais allé dans le pays il y a quelques années de ça, ça m'avait vraiment, vraiment surpris de voir le nombre de femmes entièrement voilées à la OK. saoudienne. Donc vraiment, les liens, c'est des liens culturels, mais qui sont développés aussi en liens géostratégiques. L'Azerbaïdjan est vraiment détourné de la Russie. On dit même, on raconte même que c'est le crime organisé azéri qui aurait permis le passage des fameux camions ukrainiens avec les drones. Vous savez qu'il y a Ah, quelques semaines, ouais, quelques mois qui ont ouais, détruit là, des bases aériennes en Russie. Il fallait que ces camions-là viennent de quelque part. Puis ils venaient pas directement de l'Ukraine parce que la frontière entre l'Ukraine et la Russie, c'est bouclé, c'est miné avec des barbelés. Il n'y a rien qui passe là. Donc, les camions ont dû passer par quelque part. Et ce qu'on raconte, c'est que c'est via le crime organisé en Azerbaïdjan qui ont facilité le passage de ces camions-là de la Turquie via l'Azerbaïdjan, ensuite vers la Russie. Donc, la grande c'est question, un- maintenant, c'est l'Arménie. Et puis là, c'est une autre thèse qui circule, qui n'est pas folle. Comme il y a des élections qui s'en viennent, est-ce que les Russes vont pas essayer de se hmm, dégoter un candidat qui pourrait financer, qui pourrait se faire le porte-parole de la cause pro-russe. Il va y avoir donc, c'est une forme d'ingérence comme ça de la part de la Russie dans les prochaines élections arméniennes. C'est fort possible. ouais, Pachinian n'est pas très populaire, mais c'est paradoxal. Disons que c'est le moins populaire de tous les politiciens impopulaires. Puis en Arménie, il n'y a pas de politiciens populaires. ah Donc, oui, le type a quand même un taux d'approbation tu sais, c'est famélique, là, c'est de l'ordre d'à peu près 15-20%. Mais lorsqu'on ouais, regarde les autres leaders politiques, ils ont des taux d'approbation qui sont encore plus bas que lui. Donc, malgré tout, Pachinian aurait quand même des chances d'être réélu, malgré ouais. son impopularité. La situation économique ne s'améliore pas non plus
depuis les dernières années. Mais donc, la Russie, moi, je pense que c'est tout à fait possible que la Russie va essayer de se trouver un candidat pro-russe qui pourrait, euh, qui pourrait venir se mêler là, de la politique interne Ouais, ouais. ici dans le pays. Donc, ça va être très, très, très intéressant à surveiller. Mais, tu sais, paradoxalement, ce qu'on dit, tu sais, c'est un conflit qui a commencé il y a plus de 30 ans, là. Donc, Mm. on dit c'est une relique, peut-être la dernière relique de l'héritage soviétique. Ah ouais. Si ma théorie est vraie, est corroborée, et qu'on commence à assister au déploiement des nouveaux empires, les États-Unis, la Russie, la Chine, dans une moindre mesure l'Union européenne, si on commence à voir le déploiement d'empires dans des zones tampons, des lieux de passage stratégiques pour qu'ils puissent les contrôler, ben, de façon paradoxale, ce qui est peut-être la dernière relique de l'époque soviétique pourrait être le signe avant-coureur du monde de demain et des conflits de demain. Mhm. Donc, l'Ukraine, dans une certaine mesure, c'est ça aussi, c'est un conflit dans une zone tampon entre deux empires. Ouais. Donc, la question du Nagorno, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, ça pourrait aussi être Bon, le ben, début à un on va, nouveau, on va détourner les études internationales vers le Nagorno-Karabakh là, ouais, pour mieux comprendre. apprenez à prononcer le nom de la région, le Nagorno-Karabakh ou Karabakh. l'Artsakh. Si vous entendez l'Artsakh, c'est Ouais, la version arménienne pas très populaire celui-là. de ce Ben conflit-là. écoute, Mais bon, c'était très enrichissant. mais c'est sûr, vous allez entendre parler, vous allez continuer à entendre parler de ce conflit-là au cours des prochains mois, des prochaines Ouais. années. Ça, c'est certain. Bon, Alors, ton ministre américain de la Défense fait des siennes. oui, le message est effectivement clair. Plus de barbus, plus de petits gros, plus de monsieur, madame avec des cheveux mauves, plus d'hommes en jupe. We are done with this shit. Ça a été le message du secrétaire à la défense des États-Unis, Pete Hegseth, devant les chefs d'état-major, les hauts gradés de l'armée américaine un peu plus tôt cette semaine. Donc, vraiment, c'est le projet qui avait déjà été annoncé par Trump pendant la campagne présidentielle de déwokiser l'armée américaine. Donc, il y avait déjà eu des mises à pied de certaines personnes il y a plusieurs mois. Mais là, c'est vraiment la concrétisation de ce plan-là. Donc, il a très clairement annoncé que si les gens qui n'étaient pas d'accord avec cette politique-là, ils n'avaient qu'une chose, la chose la plus honorable à faire, qui était tout simplement de démissionner. Mais lui, il a dit qu'il trouvait ça absolument indécent qu'il y a des généraux, des amiraux en surpoids qui se promènent dans les corridors du Pentagone, que ça donnait pas une bonne image de l'armée américaine et que là, dans le contexte de 2025, des conflits qui se dessinent devant nous, fallait que l'armée américaine commence à montrer un visage beaucoup plus sérieux que ça pouvait être le cas jusqu'à présent. Donc oui, ça découle des promesses de Trump comme je disais, de déwokiser l'armée américaine, mais je pense qu'il y a aussi un autre élément déclencheur dans cette réaction-là. Je pense que ça a été la parade pour célébrer le 250e anniversaire de l'armée américaine en juin Mhm. dernier, où, soyons honnêtes, ce qu'on a vu, ça donnait pas l'impression d'une armée qui était en grande forme. Surtout lorsqu'on compare les images qui apparaissaient à peu près au même moment avec les soldats de l'armée chinoise. On aurait dit des robots qui marchaient au pas. Ouais. Ils étaient synchronisés, c'était absolument incroyable. Aussi l'armée russe qui parade le 9 mai sur la place Rouge, c'est aussi un spectacle qui est toujours très, 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 très impressionnant. Le Tandis pour 14 juillet, le le 14 juillet, ça l'avait 14 bien juillet. impressionné. Enfin, oui, c'est ça. C'est comme ça où il y avait eu l'idée, mais même l'armée française, effectivement, lorsqu'elle parade le 14 juillet, c'est une armée qui est bien rodée, qui marche au pas. Donc, honnêtement, en juin, là, la grande parade là, à Washington, tu sais, ça marchait pas nécessairement au pas. Puis, effectivement, il y avait une coupe de soldats qui avaient une coupe de kilos de trop, là. Donc, oui, ça donne pas une image glorieuse de l'armée américaine. Donc, moi, j'ai l'impression que ça a été un élément déclencheur. Il faut pas oublier aussi que Exet, c'est un freak là, de la forme physique, de Ouais. l'entraînement.
Même chose pour Robert Kennedy, le secrétaire à la santé, qui il a plus de 70 ans, puis il pourrait compétitionner à des concours de Monsieur Univers. Donc, il y a aussi cet élément-là là, au sein de l'administration Trump, que la santé, c'est pas juste des pilules puis des hôpitaux, mais ça commence d'abord et avant tout par prendre soin de soi-même, de faire de l'exercice, d'être en forme, de bien manger. Donc, vous avez là, mettez tout ça ensemble là, dans l'équation et c'est ce qui explique son discours d'il y a, d'il y a quelques jours. Puis maintenant, on en parlait avant de commencer l'enregistrement, puis on se disait, tu sais, si on mettait en place les mêmes politiques dans l'armée canadienne. Puis ça, c'est une statistique, c'est un article qui a été publié en juin dernier par le Ottawa Citizen. Il y a 75% des soldats de l'armée canadienne qui sont soit en surpoids ou qui sont obèses. Donc, Ah oui. dans les forces armées occidentales, il semble effectivement y avoir un problème de méforme évidemment, lorsqu'on sait quelle sont la nature des conflits aujourd'hui, on retourne à la guerre des tranchées, les gars doivent courir d'un trou à l'autre. Vaut mieux être en forme, là. Et lorsque vous avez le trois quarts de vos soldats là, qui, non seulement ne sont pas capables de courir, mais probablement ne fit pas dans le trou, dans la tranchée. On a un problème. Mais, euh, Ouais. mais c'est ça, mais à quelque part, on s'interrogeait, là, qu'est-ce qui peut expliquer ces problèmes-là? Euh, Moi, ce que je soupçonne un petit peu, c'est que même si depuis la fin de la guerre froide, oui, l'armée américaine a été appelée en Afghanistan, en Irak, mais ça a été quand même un simple pourcentage des forces armées américaines qui ont été appelées à être déployées à l'étranger. Donc moi, Ouais. la raison pour laquelle on trouve autant de soldats en méforme dans l'armée américaine, c'est peut-être que c'est une armée aussi qui est surbureaucratisée. Donc, vous avez des ronds de cuir, des gens qui, techniquement, ils ont des rangs, des grades, ils sont soldats, mais ils ne sont pas nécessairement appelés à être déployés à Ouais. l'étranger. Il y a Euh, quand on regarde la chaîne militaire, il y a très peu de soldats de militaires qui vont au combat ou qui sont entraînés pour un combat immédiat, que ce soit les forces spéciales, les forces aéroportées, etc. On a toute une logistique. On dit qu'il faut 6 ou 7 soldats en arrière pour pour un seul soutenir soldat un déployé, combattant. c'est ça. Alors évidemment, ceux qui sont dans le soutien ont peut-être moins besoin d'avoir une forme à la Popeye que, que le soldat. Que le gars des Rangers ou des forces Delta, évidemment. Voilà, Donc, voilà. Donc c'est le c'est sûr. problème de nos armées. C'est ça, mais il y a aussi le problème, je regardais les pourcentages d'obésité Ouais. aux États-Unis, au Canada, puis on en parlait. Lorsqu'on va en France, on va souvent en France, toi et moi, puis on voit souvent des soldats. Moi, je suis souvent allé à l'Académie militaire de Saint-Cyr où on forme les officiers. Puis, Mm. tu sais, bon, ben, c'est des jeunes, c'est des officiers, évidemment, ils sont tous cotes, comme on dit, mais même les officiers, les gens qui y travaillent, c'est aussi des gens là, qui sont très, très, très en forme. Et puis, une des raisons qui pourrait expliquer ça, c'est le taux d'obésité qu'on trouve respectivement au Canada, aux États-Unis, puis en France. On devrait faire un petit concours, un sondage, puis on devrait donner un prix. Donc, selon vous, c'est quoi le pourcentage d'obésité en France? C'est 18%. Ça, c'est la 18 population en général. La population générale, 18% de la population française est considérée comme étant obèse. Au Canada, c'est 33%. Presque Quand le même. double. C'est presque le Ouais, double. Puis aux États-Unis, c'est 40%. Donc, ouais. il y a quand même un problème, on s'entend, plus généralisé au sein des sociétés nord-américaines. Tu sais, moi, c'est Donc, sûr. si on se ramène aux critères de Hegseth, le président Trump devrait plus être chef des forces armées Non, c'est le commandant en chef. Ah, américaines, ben, c'est ça, hein? c'est le Il est commandant en le chef. Oui. commandant en chef, il donne pas l'exemple, hein? Ben, Et surtout, il a perdu beaucoup de poids, par contre. ah oui, Il ah a perdu bon, énormément de poids. Il est au régime. Il mange plus ah, de Kentucky puis de McDonald's. Au moins, là-dessus, on doit avouer qu'il a fait des efforts tout à fait louables. Donc, moi, ok, c'est ce que je retiens sur le fond. Je pense ouais, que Je pense qu'il est normal d'exiger de la part de soldats d'être minimalement en forme, ouais. d'être capable de marcher au pas. Je pense que là-dessus, Exet a raison. En tout cas, c'est difficile de le critiquer.
Puis bon, voilà. Maintenant, Mais, sur la forme, là, c'est ouais, là où sur la forme, bon, on, c'est beaucoup plus critiquable, là. Puis, et c'est là-dessus qu'il va se faire attaquer. C'est là-dessus ouais. qu'il va se faire attaquer, qu'il va se faire critiquer. Puis je trouve ça dommage parce que sur le fond, encore une fois, je trouve qu'il a raison. Sauf l'histoire de la barbe ou des cheveux courts. Je pense pas que ce soit si important que ça, hein. Il y a des armées performantes dans le monde entier où les soldats ont des barbes, mais en tout cas. Oui, c'est ça, ou tu sais, l'homosexualité, hein, dans les. Je pense que est-ce que c'est toujours illégal au moment du Non, recrutement de non. Non. La loi a été la loi qui disait don't ask, don't say, quelque Ouais, c'est ça. chose, don't tell. euh, Ça, c'était pour limiter entre guillemets, la répression des homosexuels au sein de l'armée, a été abolie. C'est Obama, je Et pense. C'est Obama que ça a été c'est aboli. peut-être Obama qui C'est l'a assez récent, aboli, ça. ce qui veut dire que tu as le droit de rentrer dans l'armée si tu es un homosexuel. Enfin, c'est pas la première chose que tu écris sur ton papier, hein. Non, c'est ça, mais Alors, auparavant, il fallait pas le dire. Donc, maintenant, voilà. c'est une réalité qui est admise. Ouais. Donc, ça, Maintenant, maintenant, j'ai pas l'impression que le gouvernement actuel va abolir cet non. aspect-là. Non, parce Voilà. qu'honnêtement, ça change absolument rien, hein. Un Voilà. soldat Donc, hétérosexuel ou homosexuel peut très bien combattre aussi bien. Là. La question, le problème est pas là pour Exet. Je pense que c'est plus sur le plan symbolique. Puis on a vu aussi des officiers hommes avec les boucles d'oreilles, des jupes, avec des pronoms un peu bizarres. Bon, bon, il y a cet aspect-là qui, pour la frange conservatrice, ah oui. la Ouais. droite américaine, ça, c'est bon, c'est une ligne rouge qui aurait jamais dû être franchie. Puis c'est là-dessus qu'il va y Et, et, avoir une et répression, si puis, on veut, là. et puis, les transgenres aussi vont certainement subir, et pas seulement les transgenres américains. Là, je sors un peu de ton exposé sur l'armée pour dire que le gouvernement canadien a averti tous les Canadiens qui ont un passeport et où leur genre apparaît sous la forme X, là, il y a un petit X, ben, ils pourraient avoir des OK. problèmes à la frontière américaine. Oui, 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 oui. Les États-Unis pourraient décider qu'ils ne reconnaissent pas. Pour eux, c'est masculin et féminin, point à la ligne, il n'y a pas de X. Il y a deux genres, c'est ça, mais je pense que c'est déjà, je pense que le gouvernement fait déjà des avertissements pour les citoyens canadiens qui ont le troisième genre, là, X sur leur passeport, que c'est Ouais, pas une bonne idée d'aller faire un petit voyage à Téhéran. Donc, il y a déjà des oui, ça. destinations comme ça où Ouais, c'est clairement déconseillé pour des raisons évidentes, mais pour les États-Unis, ben, c'est leur prérogative, hein? oui, oui, tout à Ils fait. Puis ça va peuvent être à la tête appeler. ça va être à la tête du client, j'ai l'impression aussi. Oui, c'est ça, effectivement. Parce, parce qu'il n'y a pas de directive comme telle, mais Non, les agents gouvernement douaniers canadien. peuvent fouiller qui ils veulent, là. Ah, tout à fait. Tout à Puis fait. Ils peuvent t'embarquer s'ils veulent. ah oui, ils peuvent décider de refuser l'accès au pays à n'importe qui. Bon, mais est-ce que c'est une exagération? Parce qu'on parlait beaucoup des chercheurs. Moi, j'ai des collègues qui me disent, ah, quand je vais aux États-Unis, je décide de ne pas amener mon laptop, j'amène juste une tablette parce que si on décide de fouiller dans mes fichiers, s'ils découvrent que j'ai écrit un texte quelconque qui pourrait laisser sous-entendre que j'ai des idées favorables à la question LGBT, je vais me faire Ouais. refouler. Puis moi, je leur dis, On se calme. on se calme, là. Tu sais, je pense que globalement, les agents des douanes, leur principale priorité, c'est d'arrêter les passeurs de drogue, là. Pas les gens Ouais, qui vont faire une présentation de 15 minutes à l'Association de sciences politiques du Midwest américain, là, ouais, pour parler là, du progressisme en Suède puis en Finlande, là. Ils ont vraiment là, d'autres chats à fouetter, là, les agents des douanes américains. Donc, ouais. il y a quand même tu sais, il y a de l'enflure un petit peu là, par rapport Oui, à cette oui, question-là, oui, là. Mais encore une fois, c'est ça. Tout ce qu'on va retenir de son discours, c'est la forme. Euh, oui. c'est Exet, hein, c'est un type il est comme ça. Il y a des, C'est un ancien de Fox News, hein? c'est Faut un pas gars de Fox oublier. News. Il était aussi dans l'armée américaine. Je pense Bien qu'il sûr. était commandant, il était major. Donc, il a toujours eu un discours très, très, très coloré. Donc, quand il a dit We're done with this shit, à quelque part, il doit dire ce mot-là aux 2 minutes là, dans n'importe Oui, quelle de ses conversations. Mais c'est ça. Je pense qu'au final, ce qu'on doit retenir, c'est. Puis la même logique devait s'appliquer aussi à l'armée canadienne, c'est sur le fond. mm, S'interroger sur
la nature des forces armées qu'on veut avoir et se poser la question si on veut des gars en forme, des hommes et des La femmes forme physique. Oui, en oui, forme qui sont capables tu sais, d'accomplir leur travail parce que lorsqu'on dit accomplir leur travail, c'est pour vous défendre, là. oui, Donc, oui. tu sais, voudriez-vous là, que dans votre municipalité, les gars à la caserne de pompiers fassent tous 300 livres, puis Mm. qu'il y a des piles de boîtes de pizza, puis de sacs de McDonald's devant la caserne, vous vous diriez, ouais, si je pognais dans un incendie, je risque d'y passer parce qu'ils ne seront pas capables de monter dans l'échelle, là. Tu sais, il y a cet aspect-là aussi. Oui, 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 Les oui, gens doivent se poser la question, c'est au nom de leur protection, puis c'est pas juste la forme physique, mais c'est aussi les investissements que le gouvernement veut faire dans l'armée canadienne. Tu oui, sais, si vous voulez être défendu convenablement contre une potentielle invasion de la Russie ou de la Chine, bon, ben, je pense que vous devriez exiger de la part du gouvernement que les achats soient faits pour acheter des drones, puis pas de la cavalerie, là. Hein? oui. Voilà, Bon, ben, sur ces commentaires une grande élevés, sagesse. grande sagesse, Ben, voilà c'est pour la ça. semaine. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Partagez, parlez-en à vos amis. Et puis, ben, sur ça, ça va nous faire plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Au revoir.